les défunts continuent à exister sous une forme que nous ne sommes pas encore capables d'expliquer, mais dont nous pouvons percevoir l'énergie, cela signifie théoriquement que nous sommes peut-être en mesure de communiquer avec eux. Et les faits vont rapidement et très concrètement nous confirmer effectivement qu'une communication entre leur dimension et la nôtre est réellement possible. Encore faut-il s'entendre sur la nature et le sens de ces contacts d'un genre nouveau que nous sommes sur le point d'initier, car établir une connexion avec ce que l'on nomme couramment l'au-delà n'est pas anodin et bien plus chargé de sens qu'un simple phénomène étrange survenant de temps à autre dans une trajectoire humaine. Ensuite, il est essentiel de bien comprendre, on ne le répétera jamais assez, qu'il ne s'agit pas là d'un jeu, d'une activité ludique comme tant d'autres, mais bien d'un moyen à la fois précieux, mystérieux et extraordinaire pour obtenir des informations de grande valeur sur la vie humaine, sur le sens à donner à notre trajectoire, sur notre finitude corporelle et au bout du compte sur ce que nous devenons lorsque notre corps n'est plus en mesure de servir de véhicule à notre esprit. Ces contacts, qu'il s'agisse de messages, d'interrogations ou de réponses, peuvent ainsi être d'une grande richesse pour nous aider à vivre en pleine conscience l'aventure de notre vie en tant qu'humain et son prolongement une fois détaché de notre corps. Approcher cette dimension invisible qui se situe de l'autre côté de la mort peut déstabiliser et sembler effrayant, mais elle nous dévoile bientôt une autre facette de nous-mêmes qui nous conforte dans l'idée apaisante que la mort physique n'est pas la fin irrémédiable de notre vie et la plongée dans le néant comme nous pouvions le penser auparavant. Avoir la preuve tangible que notre âme subsiste après la mort donne alors à notre existence une aura d'immortalité qui nous délivre des angoisses existentielles les plus douloureuses. 3. Dialoguer avec des entités. Qui dit communication sous-entend l'existence de deux pôles émetteurs-récepteurs capables de diffuser et recevoir des informations. Il est important de souligner que la majeure partie des communications avec l'au-delà réside dans le fait que celles-ci ont toujours un but précis. Elles répondent d'une manière ou d'une autre à une nécessité, un besoin particulier, voire un impératif à un moment donné dans l'existence de la personne qui est en contact avec l'au-delà. La grande famille des esprits. Depuis fort longtemps, le monde des esprits a été étudié par ceux qui avaient la possibilité d'entrer en contact avec des entités de disparus. En multipliant les contacts avec l'au-delà, des spécialistes parvinrent à établir clairement quel type de communication était possible, mais aussi à identifier une sorte de hiérarchie dans le monde des esprits. Il apparut ainsi qu'il existe plusieurs catégories d'esprits en fonction de leur évolution spirituelle et intellectuelle, à la fois lors de leur vie passée, mais aussi dans l'univers parallèle où ils évoluent présentement, ce qui détermine la nature et le sens des communications que l'on peut obtenir lorsqu'un véritable dialogue s'instaure. Lorsqu'on envisage de communiquer avec le monde invisible, il est essentiel, avant toute chose, de savoir à qui l'on a affaire. Or, l'une des premières richesses du monde invisible est de nous proposer non pas une ou deux possibilités, mais toute une gamme d'interlocuteurs potentiels, car le monde des esprits est peuplé d'un grand nombre d'entités pouvant entrer en contact avec les humains. De même que dans notre monde, il existe une classification des individus par rapport à leur rang social, on parle généralement dans l'univers invisible d'une échelle spirit qui répertorie et classifie les esprits en fonction de leur niveau d'évolution. Ces précisions seront pour nous d'une grande importance car de l'élévation spirituelle de l'esprit avec lequel nous entrerons en communication dépendra le contenu et la qualité du message qui nous sera transmis. Il est fondamental de bien comprendre que le monde invisible ne renferme pas que des esprits supérieurs, mais des entités de tout niveau qui ne sont égales ni dans leur savoir, ni dans leur moralité. Comme chez nous, leur élévation dépend étroitement du travail accompli sur soi, du degré de perfection et de purification auquel ils sont parvenus. Pour simplifier, on considère généralement qu'il existe trois niveaux principaux. Le premier ordre dans lequel évoluent les purs esprits, le deuxième ordre qui regroupe les bons esprits, enfin le troisième ordre où se trouvent les esprits imparfaits. Premier ordre, les purs esprits. Les purs esprits constituent la première classe. Ils affichent une supériorité intellectuelle et morale totale sur les esprits des autres ordres. Ils ont franchi tous les paliers de l'échelle spirit,
dans l'évolution possible des esprits et ne peuvent plus être influencés par la matière. Ils ont atteint la perfection et n'ont plus à se réincarner pour subir des épreuves. Ils ont dépassé tous les besoins liés à une quelconque vie matérielle. On les désigne sous les noms d'anges, d'archanges ou de séraphins. Le second ordre, nous trouvons les bons esprits. Les bons esprits sont caractérisés par une nette prédominance de l'esprit sur la matière. Toute leur activité est orientée dans le désir du bien qu'ils accomplissent en fonction du niveau auquel ils sont parvenus, les uns par la science ou la sagesse, les autres en alliant le savoir aux qualités morales. Ils ont la particularité de n'être pas totalement détachés de la matière, dématérialisés, ce qui les amène dans leur contact avec le monde des vivants à conserver parfois dans leur langage ou les habitudes qu'ils évoquent des traces de l'existence corporelle. Les bons esprits sont répartis en 4 classes en ordre décroissant. Tout d'abord, les esprits supérieurs qui réalisent en eux-mêmes l'union parfaite de la science, la sagesse et la bonté. Leur comportement est très digne et particulièrement élevé. Les esprits sages dont les qualités morales sont du plus haut niveau ne peuvent prétendre à des connaissances en toutes choses, mais une grande capacité intellectuelle leur confère un jugement très sain, aussi bien sur les hommes que sur les choses. Les esprits savants, qui se caractérisent essentiellement par l'étendue de leurs connaissances, leur aptitude et leurs préoccupations étant orientées en priorité vers les questions scientifiques, dans une optique résolument liée à l'utilité. Et les esprits bienveillants se distinguent quant à eux par leur bonté. Ils aiment rendre service aux hommes et les protéger. Cependant, ils ont un savoir limité qui s'explique par le fait qu'ils ont davantage évolué dans le sens moral que le plan intellectuel. Le troisième ordre, nous trouvons les esprits imparfaits. Cette famille d'esprits est celle qui reste la plus proche de notre univers matériel. On y dénote non seulement une prédominance de la matière sur l'esprit, mais aussi une réelle attirance vers le mal que viennent attiser l'ignorance, l'orgueil, l'égoïsme et une foule de passions négatives. Pour être complet sur la nature des esprits et le voyage de l'âme du monde matériel vers le monde invisible, il faut bien comprendre dès lors que l'on réalise que l'âme survit à la disparition du corps, que la vie humaine n'est qu'un état transitoire dans un parcours bien plus long qu'il n'y paraît. Par voie de conséquence, on comprend que notre âme, en ce qu'elle a d'inaltérable, a probablement aussi connu d'autres expériences terrestres avant notre vie présente, s'inscrivant dès lors dans un cycle de vie, de mort et de renaissance. Interlocuteur privilégié des esprits. Savoir à qui l'on s'adresse est essentiel, d'autant plus lorsqu'il s'agit d'établir des contacts avec une autre dimension parallèle et invisible. De toute évidence, les échanges en question ne ressemblent en rien à ce qui se produit habituellement entre les vivants. Il est question d'un transfert d'énergie qui dépasse les frontières spatio-temporelles qui sont les nôtres au jour le jour, ce qui induit que l'homme qui souhaite communiquer avec l'au-delà doit être dans un état psychique et psychologique particulier, alliant une disponibilité d'esprit totale à une réceptivité très particulière. L'homme ou la femme souhaitant communiquer avec les esprits dépasse alors son statut personnel, élève son niveau de conscience pour devenir un relais, un trait d'union vivant, un passeur de messages entre deux dimensions qui lui fait accéder au rang et à la qualité de médium. Mi-acteur, mi-voyeur, metteur en lumière de l'extraordinaire au service de l'échange, du contact, de ce curieux spectacle de l'essentiel, humble et discipliné malgré ses interventions spectaculaires, tel est le médium. C'est un être humain vivant comme vous et moi, dévoilant tout à coup des facultés insoupçonnées qui, loin d'être exceptionnelles, révèlent en réalité une faculté inhérente à tout individu, car les faits démontrent que chacun de nous est un médium qui s'ignore. Qu'elle soit ou non développée par la suite, quel que soit le type de réceptivité qu'elle traduise et de communication qu'elle autorise, cette potentialité est présente en chaque être humain. Telle une aptitude à l'état latent, intégrée d'office dans notre mécanisme global et mise en sommeil dès l'origine de notre vie corporelle, laissant libre cours à chacun d'utiliser ou non par la suite cette option un peu particulière. Pour en finir avec les incertitudes qui planent sur la définition exacte du mot médium, il suffit de savoir que toute personne qui est susceptible de ressentir l'influence des esprits est médium. Or, nous avons vu précédemment que la nature même de notre constitution physique, mentale et spirituelle nous met en rapport permanent, tous autant que nous sommes à des degrés différents, avec les esprits par le simple fait que nous appartenons nous-mêmes à l'univers des esprits. Chacun de nous a donc la
la possibilité d'entrer en contact avec les esprits. Or, il faut savoir que ces derniers, justement du fait de leur éloignement de l'univers matériel, ne peuvent se manifester dans notre monde corporel que grâce à la force qu'ils empruntent lors des communications à la source énergétique que constitue l'organisme vivant du médium. De ce principe initial découle toute la gamme des transferts possibles de fluide vital d'énergie et d'informations entre les vivants et les esprits, sans pratiquement d'autres limitations que l'évolution spirituelle des uns et des autres, laquelle détermine au cas par cas les limites dans lesquelles peut s'écouler le flot vivifiant des communications entre nos deux univers. Un lien subtil et hypersensible entre deux mondes. En permettant à un esprit d'utiliser son capital énergie, l'être vivant se fait médiateur. Bien qu'ancré dans le matériel, il oriente sciemment sa réceptivité et ses facultés sensitives vers des horizons autrement plus lointains et complexes, tel un poste de télévision qui, par un simple réglage de son antenne parabolique, permet soudain de capter une foule de chaînes jusque-là irrecevables, à la différence près que le médium est un homme et non une machine. Les capacités de réception du médium, même le plus expérimenté, seront toujours étroitement liées à son état psychique du moment, à son ouverture spirituelle et à sa disponibilité mentale, au vide intellectuel qu'il sera capable de faire dans son esprit, à la fois pour devenir un instrument de communication souple et malléable, mais aussi pour ne pas interférer avec les messages qu'il aura à réceptionner. Techniquement, le médium est un intermédiaire entre le corporel et le spirituel, un agent déclencheur permettant une transmutation. Il dispose des moyens de percevoir et amalgamer, en une sorte de fusion à caractère chimique, les fluides issus des esprits désincarnés. Cette capacité involontaire dans les premiers temps peut ensuite être affinée par une pratique assidue lorsque l'individu prend conscience de sa médiumnité et du rôle que l'on souhaiterait qu'il joue. Tout démarre, il faut savoir que l'instauration de communication avec l'au-delà tient au fait que dans ce type de rapport, tout commence toujours dans le monde des esprits. C'est là que l'on décide de communiquer avec telle ou telle personne, le plus souvent en fonction de l'évolution de celle-ci, pour lui faire connaître ce que sont réellement la vie et l'existence spirituelle, ou que l'on autorise un esprit à répondre à l'appel d'un vivant. Le médium se fait alors vecteur de communication et relais d'information, mais aussi, surtout, récipiendaire de connaissances et dépositaire d'un enseignement qu'il lui faudra transcrire intelligiblement et restituer au mieux dans le monde des vivants. Assumer le fait de n'être qu'un canal. Une autre donnée fondamentale concernant l'instauration de rapports étroits avec le monde des esprits doit absolument être intégrée par le médium. Dans tous les cas, quel que soit le contenu du message qui transite par lui, il est vital que le médium soit et reste l'instrument d'une volonté qui le dépasse. À aucun moment, il ne saurait être question pour lui de tirer un quelconque avantage ou un prétendu pouvoir de la situation de messager privilégié dans laquelle il se trouve. L'homme ou la femme, qui est en relation avec les esprits, qui relaie fidèlement leur message, n'est qu'un canal par lequel transitent des informations. C'est un magma d'énergie que les esprits ont choisi pour ses qualités, son humilité et son degré d'évolution spirituelle afin d'accomplir une mission particulière. C'est la force du médium et surtout son élévation spirituelle qui détermine en grande partie avec quel type d'esprit appartenant à telle classe plutôt que telle autre l'échange va pouvoir être possible. Des médiums aux perceptions très variées. Par le fait qu'ils évoluent à des niveaux différents en rapport avec leur niveau spirituel et intellectuel, les esprits communiquent avec les vivants de bien des manières. Ils sont parfaitement conscients des limites que nous imposent nos cinq sens et dans ce cadre disposent d'une large gamme de manifestations pour introduire le dialogue. Cette capacité d'expression multiforme en provenance de l'au-delà a pour conséquence première de classer les médiums en fonction des types de manifestations auxquelles ils sont sensibles. Il faut savoir en effet qu'un médium ne peut généralement entrer en contact avec les esprits que sur une fréquence vibratoire bien particulière qui lui est propre et délimite ainsi son canal de réceptivité. Tout contact médiumique prend donc la forme d'une communication sensorielle. Tel médium va entendre une voix ou des ambiances sonores, tel autre sentira une présence, des vibrations, des courants d'air, ou bien il verra des flashs, des images fixes ou un film défiler devant ses yeux. Un autre sentira l'odeur d'un lieu, d'un produit, d'une essence naturelle ou d'une fragrance quelconque. Il est également fréquent que l'esprit se mette dans la peau du médium et le fasse écrire ou parler. Son âme venant s'associer à celle du vivant, l'esprit opère son action directement sur l'âme à laquelle il imprime sa volonté, sans toutefois se substituer à elle ou bien communique par le biais de moyens technologiques modernes. La manifestation, qu'il s'agisse d'un acte, un fait, un phénomène, une intuition,
traduit la volonté ou l'acceptation d'un esprit pour communiquer avec le monde des vivants. On classe habituellement les manifestations en 7 groupes principaux. Nous avons les manifestations occultes, contact direct de l'esprit avec l'âme du vivant. Les manifestations évidentes, action des esprits perçus chez l'homme par ses sens corporels. Les manifestations physiques, action essentiellement destinée à attirer l'attention des vivants. Les manifestations intelligentes, communication révélant une source douée d'une intelligence particulière. Les manifestations apparentes, apparitions corporelles ou incorporelles, images durant le sommeil, vision. Les manifestations spontanées, manifestations produites sans la volonté ou une quelconque demande de la part des vivants. Les manifestations provoquées, contacts obtenus lors de séances par des invocations d'un ou plusieurs médiums. On dénombre donc une grande variété de médiums qui tous ont leur particularité en termes de réceptivité, chaque médium recevant des communications spécifiques en fonction du type de canal de transmission qu'il se révèle être lui-même. Les médiums physiques, les médiums naturels, les médiums facultatifs, les médiums écrivains, les médiums sensitifs, les médiums auditifs, les médiums parlants, les médiums voyants, les médiums somnambules, les médiums guérisseurs.